Il y a des réalisateurs qui font des films. Et puis, il y a Christopher Nolan. Un homme qui transforme le blockbuster en œuvre d'art, qui a prouvé qu'un film intelligent pouvait aussi être un film populaire, qui défend le cinéma en salle comme d'autres défendent une religion. Ces films ont rapporté plus de 6 milliards de dollars dans le monde. 8 de ces œuvres figurent dans le top 250 des meilleurs films de tous les temps sur IMDb. C'est un record absolu qu'aucun autre réal n'a jamais atteint. Ce qui rend Nolan vraiment unique, c'est pas les chiffres. C'est qu'à chaque film, il repousse les limites de ce que le cinéma peut faire, de ce qu'il peut raconter et de ce qu'il peut faire ressentir. Pour moi, Christopher Nolan, c'est le cinéma. Et aujourd'hui, on retrace son histoire. Tout commence à Londres le 30 juillet 1970. Christopher Edward Nolan naît à Westminster d'un père britannique et d'une mère américaine. Une enfance partagée entre Londres et Evanston dans l'Illinois. C'est deux cultures et deux façons de voir le monde. À 7 ans, il voit deux films qui vont changer sa vie. Star Wars et 2001 l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Ces deux films aux antipodes l'un de l'autre. L'un populaire et spectaculaire, l'autre lent et contemplatif. Et le jeune Christopher comprend instinctivement quelque chose que beaucoup de réalisateurs n'apprennent jamais. Les deux peuvent coexister dans le même film. Il s'empare de la caméra Super 8 de son père et commence à filmer. Des petits films, des histoires courtes, ça malgré son daltonisme, une condition qui l'empêche de percevoir certaines couleurs correctement, et qui influencera toute son esthétique visuelle. Les tons froids, les palettes bleu-gris, les ombres profondes qui caractérisent ses films, c'est en partie une conséquence directe de sa façon de voir le monde. Il étudie la littérature anglaise à l'University College de Londres, pas le cinéma. Et c'est là un détail important. Nolan n'a jamais appris le cinéma dans une école. Il l'a appris en regardant des films, en faisant, en échouant et en recommençant. Son court-métrage, Tarantella, tourné à l'université, est diffusé sur la chaîne américaine PBS. Un gamin de 20 ans qui se retrouve à la télévision américaine, c'est le signe que quelque chose d'extraordinaire se prépare. Au milieu des années 90, Nolan tourne 2 courts-métrages en 16 mm. Et puis, en 98, il réalise son premier long-métrage, Following, un film en noir et blanc tourné à Londres. Le budget, c'était quelques milliers de livres sterling. L'équipe, c'était ses amis. Et le tournage, c'était le week-end, pendant 1 an, entre 2 jobs. Nolan écrit le scénario, il réalise, il photographie et monte lui-même. Following, c'est un film d'une seule personne quasiment. Et ce film, tourné avec presque rien, il va lui ouvrir les portes du monde. Il le présente dans les festivals, et le succès est là. Les studios commencent à regarder dans sa direction. Il y a une anecdote peu connue, c'est qu'en 99, au festival de films de Hong Kong, Nolan présente Following devant le public. Et à la fin de la projection, il demande directement aux spectateurs de contribuer financièrement à son prochain film. Ce film, c'est Memento. Le scénario est coécrit avec son frère Jonathan lors d'un road trip Chicago-Los Angeles. Jonathan avait étudié le concept d'amnésie rétrograde à l'université. Donc les deux frères se mettent à écrire sur la route et construisent l'une des structures narratives les plus inventives du cinéma. Un film raconté à l'envers, où chaque scène se déroule avant la précédente. Memento devient culte instantanément. Nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. Et donc là, tous les grands studios américains, ils vont se battre soudainement pour travailler avec ce réalisateur britannique inconnu de 30 ans. Et puis, c'est à ce moment-là que Warner Bros frappe à sa porte, et ils vont lui proposer quelque chose d'énorme. En 2001, Nolan présente à Warner Bros un projet qui lui tient à cœur depuis des années. Un film sur les rêves. C'est un film complexe, ambitieux et coûteux. Le studio est intéressé, mais pas tellement convaincu que Nolan, avec son expérience, puisse gérer un blockbuster de cette envergure. Alors Warner lui propose un deal. D'abord, tu dois réaliser Batman. Prouve que tu peux gérer un film à grand budget, et ensuite on finance ton projet de rêve. Nolan va accepter, et il fait quelque chose que personne n'attend. Il prend Batman au sérieux. Ce sera un film dans lequel on n'aura pas d'humour forcé. C'est un film sombre, réaliste, et ancré dans la psychologie du personnage.
Batman Begins sort en 2005 et relance complètement la franchise. Un succès critique et commercial. Mais le meilleur reste à venir. Il y a The Dark Knight en 2008 avec le grand Heath Ledger. Ce que peu de gens savent, c'est que l'esthétique du Joker interprété par Heath Ledger s'inspire directement des portraits du peintre irlandais Francis Bacon. Nolan, il l'a lui-même confié dans une interview. Les peintures de Bacon, c'est des visages déformés, violents, presque abstraits, qui ont guidé le look et l'attitude du personnage. Un détail qui dit tout sur la façon dont Nolan pense le cinéma. Même le maquillage d'un méchant est pensé comme une œuvre d'art. The Dark Knight récolte 155 millions de dollars le week-end de sa sortie, et c'est un record à l'époque. Heath Ledger remporte l'Oscar à titre posthume. Et surtout, The Dark Knight est le premier film de l'histoire d'Hollywood à avoir des scènes tournées en IMAX. C'est une révolution technique que Nolan impose au reste de l'industrie. Maintenant, Nolan, il a la crédibilité, et aussi le budget. Il peut enfin faire son film de rêve, Inception. Donc en 2010, le projet que Nolan portait dans sa tête depuis des décennies, c'est un film sur des voleurs qui s'infiltrent dans les rêves pour voler des secrets. Tourné dans 6 pays, un budget de environ 160 millions de dollars, et avec un casting d'exception comprenant Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy et Michael Caine. Et là, Nolan fait quelque chose qui va devenir sa marque de fabrique. Il tourne tout en pratique. La scène du couloir qui tourne à 360 degrés, c'est un vrai couloir construit sur un mécanisme rotatif. La ville de Paris qui se plie, des effets réels, pas du tout de CGI. Nolan a horreur des effets numériques. Si quelque chose peut être construit, filmé et réalisé dans le réel, il le fait. Autre chose qui définit Nolan, c'est qu'il n'a pas de smartphone, et il l'a lui-même confirmé dans une interview à People en 2020. Il a un petit téléphone à clapper, qu'il emporte parfois. Dans un Hollywood obsédé par les réseaux sociaux et la communication permanente, Nolan vit comme si Internet n'existait pas. Et ça se ressent dans ses films. Une concentration totale, une vision sans compromis. Il refuse aussi de travailler pour Netflix. Il l'a dit clairement, leur modèle de distribution est selon lui une attaque contre le cinéma en salle. Pour Nolan, un film se voit sur grand écran, dans le noir, avec du son qui fait vibrer les murs, pas sur un écran d'ordinateur entre 2 épisodes d'une série. Et pendant qu'on parle de sa filmographie, il faut mentionner 2 films qu'on oublie souvent quand on parle de Nolan. The Prestige d'abord, en 2006, avec Hugh Jackman et Christian Bale, 2 rivaux magiciens au tournant du XXe siècle. Un film sur l'obsession, la tromperie et le sacrifice. Et ensuite Dunkerque en 2017. C'est l'évacuation de Dunkerque racontée sans dialogue, presque sans personnage, juste avec l'attention, le son et la survie. C'est un film de guerre sans héros traditionnel, et Nolan y prouve qu'il peut raconter une histoire sans s'appuyer sur un scénario complexe. Juste l'immersion pure. Résultat de tout ça, 8 de ces films dans le top 250 IMDb. Aucun autre réalisateur en vie n'approche ce chiffre. Christopher Nolan est le réalisateur le plus représenté de l'histoire de cette liste. Et ensuite, en 2014, arrive Interstellar. Et pour moi, c'est son chef-d'œuvre.
Le film raconte l'histoire de Cooper, un pilote devenu agriculteur dans un futur où la Terre est en train de mourir. Il doit quitter sa famille pour traverser un trou noir et trouver une nouvelle planète habitable pour l'humanité. Il y a une scène dans ce film qui me touche particulièrement. Cooper vient de quitter la chambre de sa fille Murph après une petite dispute. Il monte dans son pick-up, il regarde sous la couverture sur la place à côté de la sienne, et sa fille n'est pas là. Elle n'est pas venue pour lui dire au revoir. Et sur son visage, à ce moment précis, tu vois tout. Il comprend qu'il ne la reverra peut-être jamais. La musique de Hans Zimmer embellit la scène. Pas un mot, juste un regard. Et c'est ça Nolan. La capacité de se créer une émotion absolue sans avoir besoin de l'expliquer. Et ce qui rend Interstellar encore plus fascinant, c'est ce trou noir, Gargantua, qui est scientifiquement exact. Nolan a travaillé avec l'astrophysicien Kip Thorne, prix Nobel de physique, pour calculer l'apparence réelle d'un trou noir. Les équipes d'effets visuels ont développé un nouveau logiciel de simulation pour le rendre avec précision. Le résultat était si réaliste que des articles scientifiques ont été publiés à partir des images du film. Interstellar, c'est un film qui se regarde, qui se ressent et se comprend différemment à chaque visionnage. C'est exactement ce que Nolan cherche. C'est pas un film qu'on consomme, c'est un film qui reste. On arrive maintenant en 2020, c'est la sortie de Tenet, et là on va être honnête. Personnellement, c'est le film de Nolan que j'aime le moins. Non pas parce qu'il est mauvais, il y a quand même des choses brillantes dedans, mais il est rendu complexe de façon parfois inutile. L'inversion temporelle est une idée fascinante, et le film s'emballe dans sa propre mécanique au point de perdre parfois l'émotion en chemin. Et pour couronner le tout, Tenet sort en pleine pandémie de Covid. Dans des salles à moitié vides, avec des masques, Nolan a lui-même refusé de décaler la sortie sur les plateformes. Il a insisté pour une sortie en salle. Encore une fois, sa défense du cinéma comme expérience collective. Et puis vient 2023, et la sortie d'Oppenheimer. Et là, enfin les Oscars. Le film raconte la vie de Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Cillian Murphy dans le rôle principal, Robert Downey Jr. en antagoniste, et une construction narrative typiquement nolanienne. 2 lignes temporelles, noir et blanc, et couleurs qui se répondent. Au final, c'est meilleur film, meilleur réalisateur, c'est Oscar. Après des décennies de chefs-d'œuvre reconnus par le public, mais souvent ignorés par l'Académie, la consécration est arrivée. Et à côté de lui, ce soir-là, Emma Thomas. Sa femme est productrice depuis leurs années d'université à Londres. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'UCL dans les années 90, produit chacun de ses films depuis Following, un tandem artistique rare dans l'histoire d'Hollywood. Et maintenant, pour juillet 2026, l'Odyssée. After years of war, no one could stand between my men and home. Not even me. Après Oppenheimer, Nolan commence à écrire en mars 2024. Il cherche son prochain projet. Quelque chose de différent, de nouveau et d'impossible. Et il trouve l'Odyssée d'Homère, une des plus grandes épopées de l'histoire de l'humanité. Le voyage d'Ulysse vers Ithaque après la guerre de Troie. Casting est vertigineux. Matt Damon en Ulysse, et ensuite on va avoir Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron et Lupita Nyong'o. C'est un budget estimé à 250 millions de dollars. C'est le plus gros budget de toute sa carrière. Et première fois dans l'histoire qu'un film est tourné entièrement sur des caméras IMAX 70 mm. Le tournage a duré 6 mois, de février à août 2025. Ils sont passés par le Maroc, la Grèce, la Sicile, l'Écosse, l'Islande, le Sahara occidental, Malte et Los Angeles. Nolan qui tourne dans 7 pays différents pour pouvoir capturer la réalité de la Méditerranée antique. Le trailer a accumulé 121 millions de vues en 24 heures. 8e trailer le plus regardé de l'histoire. Plus que Wicked 2. Plus que le double du premier trailer d'Oppenheimer. C'est le premier film fantastique de Nolan, le premier film d'époque avant la révolution industrielle. Un territoire complètement nouveau pour lui. Et c'est exactement ce qui le rend excitant. Nolan n'a jamais répété la même chose 2 fois. Alors, pourquoi Christopher Nolan est-il irremplaçable ? Dans un monde où les plateformes de streaming dominent, où les films de super-héros défilent à la chaîne, où l'intelligence artificielle commence à envahir le cinéma,
Eh bien Nolan fait exactement le contraire. Il tourne sur pellicule, refuse les numériques et défend les salles de cinéma. Il n'a pas de smartphone, prend le temps, parfois même des années, pour que chaque projet soit exactement ce qu'il doit être. Et les gens répondent. Oppenheimer, un biopic de 3 heures sur un physicien, a rapporté près d'1 milliard de dollars dans le monde, parce que le public reconnaît la différence entre un film fabriqué et un film qui vient de quelque chose de vrai. Christopher Nolan a compris ce que le cinéma devrait être. Un art, une expérience collective, c'est quelque chose qui résiste au temps. Et avec l'Odyssée qui arrive, il ne semble pas prêt de s'arrêter. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Martin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire pour me donner ton avis, et abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve samedi à 18h pour parler d'un personnage qui a terrorisé toute une génération, le sorcier le plus redouté de tous les temps. Moi je vous dis à bientôt.